Alors, je m'appelle André Fortin, je serai votre animateur pour cette journée. J'ai déjà eu l'occasion de venir à deux autres activités d'animation en lien avec le collectif Territoire. Donc, moi, je suis un travailleur autonome dans tout ce qui touche les approches participatives et créatives. Donc, pour vous faire le mot de bienvenue, j'inviterai donc Geneviève Aubry, qui est directrice générale du collectif Territoire. Geneviève? Merci André. Merci tout le monde. Merci à toute l'équipe qui s'active pour faire en sorte que cette journée soit possible et que les gens en ligne puissent nous voir aussi. Merci d'être là. On est très content aujourd'hui d'avoir cette journée-là pour vous présenter le portrait diagnostic préliminaire du bassin sud du lac Ossisco. Donc, c'est un travail de longue haleine, un grand travail documentaire qui nous a permis de rassembler le maximum de documentation actuellement disponible sur le lac, son histoire, sa biodiversité, ses enjeux, ses problématiques. Donc, c'est un résumé qu'on va vous présenter aujourd'hui, mais vous pouvez déjà le trouver en ligne sur le site web lacossisco.ca dans la section ressources. Donc, je vous encourage à aller le consulter après les présentations. Ce portrait-là, il a été réalisé en collaboration avec l'organisme de bassin versant du Témiscamingue, les membres du groupe de travail en environnement, puis il y a aussi plusieurs experts là, qui ont participé à la fois au contenu, à la relecture. Je n'ai pas le temps de les nommer toutes et tous aujourd'hui, mais vraiment considérez-vous chacun et chacune personnellement remerciés. On va ensuite vous présenter quelques-uns des projets de recherche qui sont en cours ou qui ont été réalisés jusqu'à maintenant. On ne vous présentera pas l'entièreté des projets, mais quelques-uns. Donc, ça va vous donner un aperçu de ce vaste programme de recherche qui est en train de prendre forme autour du lac Ossisco. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à André et à tous les autres intervenants et intervenantes. Merci beaucoup. Merci Geneviève. Notre premier bout, présentation du portrait diagnostic préliminaire. Alors, on a deux invités qui vont faire chacune une présentation. Il y aura une période de questions qui va suivre ensuite. Donc, notre premier invité, il s'appelle Jean-Loup David. Il est chercheur en histoire. Il va nous parler donc de l'histoire du lac et de ses usages. Donc, accueillons Jean-Loup David. Bonjour. Alors, c'est ça, j'ai participé au diagnostic et je me suis penché sur l'histoire du lac Ossisco depuis quelques temps et ça continue. Donc, étonnamment, il y a assez de contenu à déterrer là-dessus là, si on se penche dans les vieux journaux et dans les vieilles photos et tout ça. Donc, Geneviève m'a invité à venir vous en parler et l'occasion était belle pour vous montrer des vieilles photos. Alors, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Oui, donc, pour commencer, essayer de lever l'ambiguïté sur le terme Ossisco, là, donc où est-ce que ça vient? On a longtemps cru que ça venait d'une appellation en Anishinaabe-Mowin, donc la langue des Anishinaabe qui vivent sur le territoire, mais de façon assez étonnante, en fait, quand on creuse, on se rend compte que Oshisco, c'est pas un terme en Anishinaabe-Mowin, mais en langue cri plutôt, donc une autre langue algonquienne apparentée. Mais Oshisco, ça veut dire muskrat remusqué. Et donc, disons, le premier euro-canadien, ou appelez-le comme vous voulez, homme blanc, là, qui vient dans la région du lac Ossisco, c'est en 1895 et il s'appelle John Bignell. C'est un arpenteur pour le gouvernement du Québec. Et donc, il va dresser cette magnifique carte, la première qui existe du lac Ossisco. Et donc, il va nommer Ossixco et non Oshisco, mais on remonte à Oshisco, donc remusqué. Et comment on explique ça? C'est assez étrange. Probablement que John Bignell était accompagné de guides qui étaient locuteurs de la langue cri. C'est très possible parce que John Bignell a voyagé beaucoup aussi à la baie James. C'est un des grands cartographes du gouvernement du Québec de la fin du siècle. Et c'est d'autant plus vraisemblable qu'il était accompagné d'Autochtones avec lui parce que le bonhomme avait 78 ans quand il est venu ici. Donc, gros voyage de canot pour son âge. Euh, je voulais
Donc ensuite, on passe à la prochaine carte qui est dressée, je crois, en 1897. Donc le lac a un petit peu la même forme, là. Et je voulais revenir sur une notion que j'ai moi-même souvent répétée et que je commence à interroger de plus en plus, là. Le lac Ossisco serait un cul-de-sac de navigation. Donc, euh, dans les faits, oui, là, c'est bel et bien un cul-de-sac de navigation parce qu'on est dans un lac de source, un lac de tête, donc on est au sommet du bassin hydrographique, on ne peut plus remonter. Sauf que on dirait que ça communique une drôle d'idée quand on le dit, parce que oui, c'est un cul-de-sac de navigation, mais ce n'est pas pour autant un cul-de-sac de circulation. Parce que vous voyez les petits traits qui se rendent tous au lac Cisco, ou bien ce sont des portages, ou bien des ruisseaux. Et ce que je voulais vous souligner, c'est que, tu sais, on pense que les Autochtones, que les Anishinabés circulaient peu sur le lac Ossisco, mais il me semble qu'à force de chercher, je trouve plusieurs preuves qu'ils ont été présents dans la région immédiate du lac Ossisco assez souvent. Donc, d'une part, il y a Léon Dumulon, là, le pionnier du Vieux-Rouen, qui dit que lorsqu'il est installé au lac Rouyn, là, il voit souvent des Autochtones se rendre sur le lac Ossisco. Mais la preuve, certainement la plus solide, hormis celle, oui, il y a eu des pointes d'artefacts autochtones qui ont été retrouvées aussi sur le lac Ossisco, là. Mais la preuve la plus solide qu'on a à avancer, c'est là, on vient de prendre la même carte et on est allé plus au nord, là. Le lac que vous voyez, Natapik, c'est le lac du Faux. Et le lac au nord qu'on voit là, que j'ai encadré en rouge, c'est le lac du Frénois. Et vous voyez, là, la qualité est horrible. Mais on voit Indian Camp. Et donc, ça, c'est à la fin du 19e siècle. Et on soupçonne que les Autochtones devaient s'y rendre par le portage du lac Ossisco, lac du Faux, lac du Frénois. Ou bien ils passaient par la Kinojevis vers le nord, mais il y a beaucoup plus de portage à faire avec des rapides. Donc, en tout cas, c'est pour vous dire, le lac est abondamment circulé par les Autochtones. On circule à cet endroit-là. Il y a toutes sortes d'autres preuves circonstancielles aussi. Là, les pionniers, quand on les écoute parler là, dans des entretiens qu'ils ont fait dans les années 70, ils en parlent beaucoup. Et on sait que les frères Makimout, donc c'est les deux frères qui ont trouvé la roche brillante à proximité du lac Ossisco, qui auraient mis la puce à l'oreille à Edmund Horn pour monter ici ensuite faire la découverte du gisement de la Noranda. Donc, je ne m'éterniserai pas trop dans les détails. Donc, comme je vous disais, Rouyn-Noranda a tout l'air d'un territoire Anishinaabe fréquenté, circulé, on y vit, bref. Et cette photo que j'ai été très heureux de trouver, qui a été très rarement montrée, là, on reconnaît, je pense que j'ai un laser là-dessus, moi, ouais. On reconnaît le curé Pelletier ici qui est en compagnie d'une bande Anishinaabe sur la rivière Kinojevis en 1925. Donc, même en plein cœur du boom minier, les Anishinaabe continuent à circuler sur la Kinojevis. Donc, comme je vous disais, les frères Makimout trouvent la pierre brillante. Horn vient 5-6 fois dans le canton de Rouen et il y a un boom minier qui se déclare. Donc, les gens commencent à s'installer autour du lac Ossisco assez rapidement. Là, j'ai des chiffres juste pour vous donner une idée. En 1922, la compagnie Noranda est incorporée et on dit qu'on va construire une mine ici. En 1923, il y a un garde-feu sur la rivière Kinojevis qui voit passer 1100 canots dans l'été. Donc, il y a du monde qui arrive, là. En 1924, il y a déjà 500 habitants sur les berges du lac du côté de Rouynville à l'époque. Et en 1925, on présume que c'est 2000 personnes qui campent déjà à Rouen. Donc, c'est pour vous dire, le lac Ossisco, là, il est vraiment au cœur des deux villes, des villes jumelles, mais il est vraiment au centre aussi de la vie des pionniers. Là, tout le monde s'installe vraiment à proximité du lac. Là, ici, c'est le fameux Vimy Ridge, là, le lieu de débauche du vieux Rouen. Mais sinon, la pointe du Mulon, ici, tout le monde est installé à proximité du lac. À l'époque, on a très peur des incendies de forêt qu'on appelle les conflagrations. Donc, on se garde des canaux proches avec des sacs de farine là-dedans pour se sauver si le feu pogne. C'est la source d'eau potable jusqu'en 1928, le lac Ossisco. Et ensuite, en 1928, on arrête de puiser l'eau directement. Et en 1933, la compagnie Pélissier Frères, là, qui coupait des gros blocs de glace
pour la conservation des aliments en été arrêtent de prendre leur bloc de glace sur le lac Ossisco et se déplacent au lac Kiwanis parce qu'on commence à se douter que c'est un petit peu pollué. Et je vous partage un petit mot du curé Pelletier, toujours, là, lui qui avait sa langue bien à lui là, et son humour, en parlant du lac pour vraiment dépeindre son aspect central dans la vie des pionniers. Il disait « On y arrivait en canot, on en repartait, on s'y approvisionnait en eau et les latrines s'y déversaient. » Donc les toilettes, c'était le mouvement perpétuel, quoi. Donc ça montre aussi que que les installations assez rudimentaires de l'époque, on boit dans l'eau, on évacue l'eau usée, assez rapidement, ça va se détériorer. Donc, ça, c'est des choses que les gens connaissent mieux, je présume. Aéroport du Nord-Ouest, donc ça devient vraiment l'aérobase de la région là, pour le boom minier. Il y a jusqu'à 4 compagnies qui opèrent là-dessus dans les années 30 pour les prospecteurs, pour le développement minier. Et on dit dans l'historiographie de Rouyn-Noranda que la Laurentide Air Service serait le premier vol régulier au Canada. Donc, en partance du lac Ossisco, on va à Anglier et on va à... c'est où qu'on va? À Haileybury. Donc, bien des avions à l'époque sur le lac. Les baignades, donc les baignades au bout de la 7e rue, je crois, il y avait une petite plage qui était aménagée du côté de Noranda. On s'y baigne à peu près jusque dans les années 40. Ensuite, ça va comme devenir un petit peu plus marginal comme pratique. J'ai jamais trouvé la date exacte, là. Je suis encore à la recherche. Sinon, évidemment, le lac est vraiment au cœur des loisirs des citoyens de la ville de Rouen. Là, toutes sortes de choses. Il y a des gros derbies de courses de chiens qui s'organisent, là, des rallyes dans toute la Abitibi, puis tout ça, on passe sur le lac Ossisco. On patine abondamment, évidemment. Là, les premiers gels, il existe des photos assez célèbres de Joseph Herman Bolduc où on voit le lac là, qui est complètement gelé, mais qui n'a pas de neige dessus. Tout le monde patine. C'est des centaines de personnes qui patinent. Il y avait comme un espèce de petit poêle chauffé près de la pointe du Mulon aussi. On fait du ski de fond. Les enfants s'y baladent à vélo. Et aussi, vous savez, les rues de la ville étaient très boueuses à l'époque. Donc, pour les mineurs qui étaient en pension ou en maison de chambre du côté de Rouen, prenaient le canot pour aller de l'autre côté du lac et se rendre au travail. Donc, on en va en canot, justement. On fait de la voile, toutes sortes de voiles. Et donc, ça, je vais passer très, très rapidement là-dessus. Là. Je veux juste attirer votre attention. Là. Ça, c'est la presqu'île, donc qui est à l'époque une île. Vous voyez comment les berges... Là, on est genre fin 1923 ou début 1924 sur cette photo-là, photo aérienne. Donc, lac Pelletier, non pas lac Pelletier, lac à fleur d'eau. Ouais. Édouard, excusez-moi, qui était beaucoup plus gros, hein, qui a été drainé. Et donc, les berges ont vraiment pas le même relief qu'on connaît aujourd'hui. Il y a eu successivement plein d'aménagements. Là, on a mis aussi beaucoup de stériles qui ont été sortis du sol de la mine Noranda pour remblayer du remblai minier. Donc, c'est ce qui explique aussi la presqu'île. À un moment donné, ils vont faire l'île, c'est-à-dire ils vont faire une presqu'île avec. Ça aussi, on voit bien que la frange du lac est beaucoup moins habitée. Là, ça, on voit du côté de Noranda, on voit aussi les avions, comme je vous disais. On est en 1927. Et enfin, le parc, qui était une grande fierté de la ville à l'époque. Donc, en 1935, on fait un aménagement tout à fait coquet là, et la belle société se retrouve autour du lac Ossisco. On voit encore la presqu'île ici, les débuts de Noranda. Donc, ça fait pas mal le tour. J'avais juste envie de conclure sur... Ça vient de me passer par la tête, mais vous disiez lac d'espoir. J'écoute beaucoup les entrevues des pionniers dernièrement, puis c'est quelque chose qui me frappe aussi. Là, on les entend, les gens, là, disons ceux qui ont été pionniers de la région de Rouen, on les entend souvent répéter, déplorer d'une part comment la pollution qui est survenue au lac Ossisco, mais on les entend aussi exprimer de l'espoir par rapport à ce lac-là. Dès les années 1970, les gens ils disaient « Ah, c'est dommage, il y avait des beaux poissons, on se baignait là-dedans, c'était un beau lac. » Et il y a plusieurs d'entre eux répètent « Il y a quelque chose à faire avec ça, faites de quoi? Dépolluez-les, le lac. » Donc, c'est mon mot de la fin. Merci.
Merci, Jean-Loup. Alors, il y aura peut-être des questions tantôt qui te concerneront. Notre deuxième invité, donc Yves Grafteau, il est directeur général de l'OBVT, l'organisme du bassin versant du Témiscamingue. Il va venir nous parler de problématiques et recommandations. Accueillons Yves. Ça doit être mieux comme ça. Bonjour tout le monde, bien content d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter le portrait du lac Ossisco. Donc moi c'est vraiment le portrait plus du lac, il va y avoir des répercussions sur la communauté, mais là je vais vraiment plus vous présenter le plan d'eau, ses abords, qu'est-ce qui se passe sur le lac. Donc je suis bien content de vous présenter le portrait qui, comme Geneviève le disait, avait été fait en collaboration avec pas mal de monde qui sont en partie dans la salle et que je remercie aujourd'hui. Alors, mon objectif, c'est de vous présenter l'état actuel du lac Ossisco, principalement pour le bassin sud. Parce que le nord du lac, c'est plus qu'on parle vraiment du lac, c'est plutôt un parc industriel. Donc là, je vais vous présenter l'état du sud du lac, au-delà des mythes. Donc mon objectif, c'était de vous recadrer un peu, parce que quand je suis arrivé en région, vous constatez mon accent, il y a une dizaine d'années, je suis arrivé en région, on parlait du lac Ossisco. Puis ce que j'en ai retenu, c'est ce qui a été écrit ici, à éviter, intoxication instantanée, touchez-le pas. Vous allez devenir mutant, il y a un troisième œil qui va pousser, il n'y a aucune chance qu'on fasse quelque chose avec ce lac-là. Personne s'en occupe et il y a un danger, encore une fois, par contact. Donc vraiment, se tenir loin du lac Ossisco, c'est ce que j'en ai retenu en arrivant en région. Donc je voulais un peu aller au-delà de ces mythes-là. Puis à l'époque, il y a une dizaine d'années, on n'avait pas beaucoup d'informations centralisées. Je pense qu'aujourd'hui, l'avantage de ce portrait qu'on livre en 2023, c'est d'aller vaincre un peu ces mythes-là. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait inexactes là-dedans, mais c'est un petit peu exagéré quand même. Donc voici. Alors, quelques images, j'ai repris la même photo que Jean-Loup. Puis je voulais vous parler un peu de où est-ce qu'on s'en va finalement avec ce lac-là. Donc vous voyez ici, on a des données scientifiques de finalement les indices de conformité des rejets aquatiques de la fonderie. On avait en arrière-plan, ouais, j'ai mis beaucoup de choses devant, mais en arrière-plan, vous voyez qu'il y a plein de plantes. C'est encore un lac plein de vie. Puis on a de l'espoir, comme on parlait tout à l'heure. Je vais y revenir plus tard. Alors, pour le contexte, à peu de choses près, vous êtes au bout de la flèche ici. Là, il y a une petite fonderie qui est juste là. Et je voulais vous mettre cette image-là, qui est un fisheye. Ça, c'est le lac Noranda. Mais pour vous dire qu'on est vraiment dans un ensemble, je vous parle du lac, mais il ne faut pas oublier qu'il fait partie d'un territoire. Nous, c'est ce qu'on appelle un bassin versant. Donc, toutes les eaux qui drainent vers le lac nous intéressent et font partie du portrait du lac aussi. Alors, en termes de contexte, je prends un petit 30 secondes pour vous expliquer c'est quoi l'OBV, parce que je ne vous connais pas tous personnellement. Alors, l'organisme de bassin versant du Témiscamingue, on est un parmi les 40 OBV du Québec qui existent depuis 2009. On est mandataire du ministère de l'Environnement. On est reconnu dans la loi sur l'eau pour faire un plan directeur de l'eau de un grand territoire de 35 000 km qu'on appelle l'amont de la rivière des Outaouais. On travaille à l'échelle d'un très vaste territoire dans lequel on fait de la planification concertée des ressources en eau par bassin versant. Donc bassin versant, c'est tout le territoire qui draine vers un cours d'eau. Nous, on fait ça pour tout l'amont de la rivière des Outaouais. Et dans le cas du lac Ossisco, on s'est concentré sur un morceau de notre bassin versant, qui est le bassin versant du lac Ossisco aussi. C'est un peu pyramidal. Il y aura une période de questions si je n'ai pas été clair. Juste pour préciser qu'on a 65 000 personnes dans l'amont de la rivière des Outaouais. On a à peu près 50 000 personnes qui habitent autour de Rouyn-Noranda. Donc c'est quand même une bonne partie de l'amont de la rivière des Outaouais qui sont autour du lac Ossisco. Mise en garde, je vous ai dit, je vais parler principalement du bassin sud. Je vais faire une synthèse non exhaustive parce que le portrait fait quand même plusieurs dizaines de pages. Donc je vous invite à le consulter pour tous les détails. Et je vais vous parler surtout des faits marquants. Je vais les comparer aux mythes et je vais essayer de vous amener à passer vers l'action. Ça, c'est mon objectif. Alors, premier point dont je voulais vous parler, c'est la contamination de l'eau et des sédiments. Donc, le premier point, c'est les contaminants biologiques. Il y a plusieurs études qui montrent qu'il y a des problèmes bactériens dans le lac. On a parlé tout à l'heure que le lac servait aux latrines. Ça a été le cas jusque dans les années 90. La population a augmenté pas mal. À un moment donné, ce n'était plus une très bonne idée et la ville a mis en place des stations d'épuration. Avant 90, le lac servait en partie à épurer les eaux de la ville. Aujourd'hui, on a encore des bactéries fécales, mais surtout d'origine animale, comme les oiseaux, les animaux de compagnie, et d'humains en cas de surverse. Donc quand il y a des gros orages comme on a connu les derniers jours, ça se peut que le réseau d'égout de la ville déverse un peu dans le lac.
de moins en moins, mais ça arrive. Contaminants chimiques, donc c'est une grosse préoccupation pour le lac, on le sait, il y a des métaux dans le fond du lac, donc ce qu'on appelle maintenant les éléments traces métalliques qu'on retrouve dans les sédiments, parce qu'il y a eu un gros historique minier. Donc la raison pour laquelle on parle du bassin sud de Cisco, c'est qu'on a mis en place les digues, et les digues servent à séparer la vocation industrielle dans le nord d'une vocation plus environnementale dans le sud. Donc oui, il y a beaucoup de métaux dans les sédiments, mais principalement dans les premiers pouces de profondeur. Donc ce n'est pas vraiment des mètres et des mètres de sédiments contaminés, c'est vraiment une fine couche en surface. Et il y a une présence relativement peu importante dans la colonne d'eau des métaux, ce qui permet effectivement quand même d'avoir un lac qui héberge beaucoup de vie. Il y a encore des contaminations par les métaux qui se font par les voies aériennes et par le ruissellement. Donc, une petite parenthèse, mais le lac Cisco, son approvisionnement en eau est principalement le ruissellement du périmètre urbain de la ville. Donc, tout ce qui se dépose sur la ville arrive dans le lac sans traitement actuellement. D'autres contaminants chimiques, on commence à documenter les pesticides urbains, ce qu'on utilise sur les pelouses pour enlever les pissenlits. Les pharmaceutiques, ce qui pourrait se déverser par les surverses, par tout ce que l'homme produit en médicaments. Il y a beaucoup de problèmes de sel de déglaçage aussi. Donc tout le sel que vous mettez sur votre paillasson l'hiver, sur votre entrée de cour, ce que la municipalité utilise, se retrouve dans le lac Cisco. On va y revenir plus tard, ça a un impact au niveau du myriophylle. Si votre voiture perd des gouttes d'huile, elles vont aller aussi dans le lac, parce que tout draine vers le lac, dans le périmètre urbain de Rwanda. À peu de choses près. Un petit mot sur les contaminants physiques. Je vous ai mis une photo ici qui a été prise à partir de l'hôpital. Et on voit ici, après une pluie importante, qu'on a une libération de matière en suspension. On voit une tache. Cette tache-là, c'est des particules de sable, d'argile qui peuvent être libérées, qui étaient il y a quelques heures sur la route, qui sont maintenant dans le lac. Ces matières en suspension se déposent et forment des cônes qu'on peut très facilement observer dans le lac. On a, pour ceux qui marchent le long de l'hôpital, vous voyez souvent beaucoup de matière, de déchets finalement. Donc ça aussi, c'est un problème. Ça arrive par les voies aériennes et par le ruissellement. Il y a aussi des problèmes de microplastiques, mais comme partout au Québec. Donc voilà, pour les images, il y a encore beaucoup de déchets. On ne sait pas comment est arrivé là le matelas. Ça, c'est l'île aux mouettes, avec en fait des goélands dessus, et qui produisent beaucoup de bactéries. Puis là, on le voit peut-être moins, mais c'est une carotte de sédiments. Donc pour illustrer que les sédiments sont très noirs, manquent d'oxygène, et contiennent beaucoup de métaux dans les premières couches supérieures. Alors, le deuxième élément dont je voulais vous parler, c'est l'état des bandes riveraines. Les bandes riveraines, c'est tout ce qui fait les premiers mètres de terre à partir du lac. Et généralement, on a des problèmes d'érosion dans ces bandes riveraines-là et d'artificialisation. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de bandes riveraines qui sont de l'enrochement. Jean-Loup en parlait tantôt. Il y a eu beaucoup de remblais dans le lac. Donc ça, c'est des remblais de différentes origines, différentes qualités qui n'ont pas forcément été caractérisées et qui ont comblé le lac à certains endroits. On se rend compte aussi que les bandes riveraines sont souvent imperméables. Donc on a de la chaussée, on a des matières qui ne permettent pas à l'eau de s'infiltrer. Et on a des endroits qui sont déforestés. Tout ça pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte d'urbanisation. C'est entre guillemets normal. On peut agir sur les effets de l'urbanisation, mais pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'actions faites pour protéger les bandes riveraines. Je vous mets une petite image en haut. 2014, la bande riveraine était relativement pauvre en végétaux. Il y a eu un aménagement qui a été fait dans ces années-là. Donc on voit les petits hop, c'est le mauvais bouton. Hop. Ah, voilà. Donc il y a eu des plantations qui ont été faites vers 2013. Et en 2022, on se rend compte que certaines bandes riveraines ont quand même bien bénéficié de ces interventions-là. Donc c'est quelque chose qu'on peut travailler, les bandes riveraines. La conséquence d'une bande riveraine qui ne fonctionne pas, en fait, c'est la perte de fonction écologique. Les deux principales dont je voulais vous parler, c'est que ça représente un habitat important pour la faune et ça participe à la filtration des polluants dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, si on n'a pas de filtration, on a un apport important de nutriments et de contamination dans le lac. Conséquence, si on apporte des nutriments dans un environnement qui est propice à la vie se multiplie et ça fait ce qu'on appelle l'eutrophisation. Ça veut dire bien, troph, ça veut dire manger. Quand on mange bien, on se développe. C'est ce qui se passe ici. Donc en bas, on le voyait peut-être pas très bien, mais c'est un amas d'algues filamenteuses
ou de végétation en général qui vraiment encombre le lac. Au-dessus, ouais, c'est difficile avec cette lumière-là, mais c'est du biofilm. Donc on voit beaucoup de micro-organismes qui se développent sur les surfaces. Ça, c'est des signes d'eutrophisation dans ce cas-ci. Pourquoi le lac est sensible à l'eutrophisation? Parce que c'est un lac peu profond. C'est un lac qui se réchauffe bien. C'est un lac qui n'a pas de stratification thermique. Les lacs plus profonds vont garder une eau dense et froide dans le bas qui empêche le brassage du lac. Ici, il n'y a pas ça. Donc les nutriments se font brasser par les vagues, se remettent en suspension et les algues qui veulent s'en nourrir ont facile finalement à y accéder. On a beaucoup d'apports de fertilisants passés. Ça a été longtemps les égouts de la ville. Ça laisse une trace. Ce n'est pas parce qu'on arrête en 1990 les apports que ça disparaît. Ça prend quelques années encore. Et on a encore des apports en fertilisants actuels par le ruissellement dont je vous parlais tout à l'heure. Le sel de déglaçage, c'est probablement une des raisons pour lesquelles on a beaucoup de myriophylle AIP, dont je vais vous parler juste après, une plante envahissante dans le lac, parce qu'il aime ce type d'eau-là. Et on a un pH élevé aussi qu'on n'explique pas encore tout à fait clairement, mais ces deux paramètres-là stimulent la croissance du myriophylle AIP, dont je vous parle maintenant. Donc, le myriophylle AIP, c'est une des deux espèces aquatiques envahissantes dans le lac. Vous l'avez vu, le lac est très, très chargé en plantes. Les deux espèces principales, c'est le myriophylle, qui est une espèce exotique, importée, envahissante. L'autre, c'est l'élodée de Nuttall, qui est, elle, indigène, mais qui se comporte aussi comme une envahissante dans le contexte du lac Kosciuszko. Ces deux espèces sont bioaccumulatrices de métaux et relativement tolérantes aux métaux aussi. Y a-t-il un lien? Peut-être. Elles ont une biomasse importante, c'est-à-dire qu'elles représentent beaucoup, beaucoup de matière dans le lac, ce qui limite l'accès au lac. Essayer de circuler en bateau, c'est pas évident sur le lac. Et par contre, elles ne semblent pas perturber la présence du grèbe jougris, qui est une espèce emblématique du lac, dont je vous parle maintenant. Alors, sur le lac, il y a 192 espèces d'oiseaux qui ont été observées. La plus emblématique, c'est le grèbe jougris, parce qu'il ne niche qu'ici. Je pense que la plupart d'entre vous devez être au courant de ça aujourd'hui. Je vous ai déjà parlé de l'aire de concentration en fait, de l'île aux Mouettes, mais aussi le lac en lui-même est considéré comme une aire de concentration d'oiseaux aquatiques, ce qui est quand même particulier parce qu'on est en contexte urbain. Donc généralement, c'est plus des grands marais au fond de la forêt. Ici, au milieu de la ville, on a une aire de concentration d'oiseaux aquatiques. C'est assez précieux. En termes de plantes, je vous en ai parlé de 2, mais il y a principalement 8 plantes aquatiques qui ont été recensées dans l'eau, donc, et 24 espèces en rive. Au niveau des invertébrés benthiques, ça c'est toutes les petites bibites qui vivent au fond de l'eau. On remarque que les espèces qui sont présentes sont souvent plus petites que dans les lacs autour et sont plus tolérantes à la pollution que dans les lacs autour. Donc probablement un signe de contamination aux éléments traces métalliques. Au niveau des poissons, c'est surprenant, mais il y a quand même une bonne vie au niveau des poissons, et notamment le doré qui est ensemencé régulièrement depuis 1999. Donc c'est un lac qui maintient une population de dorés intéressante. Et à côté du doré, il y a de l'achigan et 3 autres espèces de poissons dans le lac quand même. Pour le reste de la biodiversité, mammifères, amphibiens, reptiles, on a des espèces typiques du territoire, mais c'est relativement mal documenté encore. Donc il y a encore des travaux à faire là-dessus. Alors sur ces quelques enjeux dont je vous ai parlé, je voulais vous proposer une prescription. La première, ce serait d'élargir, végétaliser les bandes riveraines, parce qu'on se rend compte qu'un des problèmes principaux, c'est les apports au lac. Donc les bandes riveraines sont des solutions basées sur la nature qu'on peut exploiter facilement, alors autant travailler avec. On peut augmenter aussi l'infiltration des eaux pluviales. Plus on infiltre, moins ça ruisselle, moins on a d'apports. Donc généralement, tout un chantier de diminuer les apports par ruissellement et de filtrer les affluents. Pour l'instant, il n'y a pas de protection entre le lac et ce qu'on lui apporte. Généralement aussi, bon là c'est tout un autre chantier, mais de diminuer les dépôts atmosphériques, tant de déchets que d'éléments traces métalliques, et de contrôler localement, là j'insiste sur localement, les espèces aquatiques envahissantes. Moi je ne vous proposerai pas aujourd'hui d'éradiquer complètement les espèces envahissantes, mais on peut avoir un contrôle local, quelque chose qui pourrait être très intéressant à regarder. Ensuite, bien sûr, dans le contexte où on veut amener le lac ailleurs, on a quand même un enjeu de conservation aussi avec le grèbe jougris. On est content de l'avoir, on voudrait le garder, mais si on améliore le lac d'une situation qui ressemble plus à celle qu'il est aujourd'hui, est-ce que le grèbe va encore l'aimer? Je ne le sais pas. Et enfin, les 2 derniers points, je voulais vous prescrire de continuer de collaborer avec la communauté du lac en intersectorialité,
Parce que moi, tout seul, je ne peux rien faire, chacun d'entre nous non plus. Donc, il faut vraiment qu'on continue à travailler. Je pense qu'on a une belle synergie, on a des bons cerveaux en région qu'il faut s'en servir. Donc, continuez dans ce sens-là. Puis, il faut augmenter l'acquisition de connaissances et continuer de les partager. C'est un peu le résultat de ce portrait-là. Si on n'avait pas colligé ces données, on ne pourrait pas vous les partager. Donc, on est bien content aujourd'hui d'avoir ce document-là qui centralise des connaissances qui étaient éparpillées jusque-là. Alors, en conclusion, le lac Ossisco, c'est un lac qui est plein de vie, oui, mais qui a besoin de notre considération. Il a besoin qu'on l'aime, il a besoin de se sentir valorisé, il a besoin qu'on fasse des choses pour lui. Par contre, tout ce qu'on va faire pour le lac va nous revenir directement par la qualité du lac lui-même, mais tous les gestes qu'on va porter pour le lac vont nous apporter du bon, du beau, du bien, comme disait Monsieur le Président en ouverture. Donc je pense que tout ce qu'on fait pour l'environnement nous revient. Par exemple, résilience face au changement climatique, lutte contre les îlots de chaleur, tout ce qu'on pourrait faire pour verdir autour du lac, ça peut nous revenir par des bénéfices autres qu'on n'aurait pas imaginés en pensant juste au lac. Mais c'est une surprise quand on regarde toutes les solutions qu'on veut apporter au lac, ça nous revient très généralement par la bande sur d'autres dossiers. Donc on peut améliorer l'état du lac. On a toute l'expertise à Rouyn-Noranda, on est mobilisé, on a du temps et on a des moyens. Donc là, je pense que je participe à vous pousser un peu de l'espoir. On est capable de le faire. Puis ici, j'ai mis une petite super-héroïne qui s'appelle Super Geneviève. Donc merci Geneviève pour toute l'énergie que tu mets pour ce lac-là. Et donc j'espère qu'on va abandonner les mythes et aller vers un lac en santé. Merci. Alors, merci Yves. Alors, on est rendu à la période de questions. Il va y avoir des questions ici dans la salle et aussi en ligne. Juste vous dire s'il y a des médias aussi, il y a des entrevues qui pourront se faire pendant la pause à 13h40. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à nos deux présentations que vous avez entendues? Des gens ici même, dans un premier temps, qui auraient des questions à adresser soit à Yves ou à Jean-Loup? Sinon, est-ce qu'on en a en public? Non. OK. Oui? Je vais vous poser, je vais vous passer le micro parce qu'on enregistre. Juste dire votre nom puis vous posez votre question. Maryse Lessard. Juste vérifier si vous avez fait un inventaire de tous les métaux que vous avez trouvés dans le lac. Puis, est-ce qu'il y a un métaux plus susceptible d'être assez néfaste pour justement tranquillement qu'on puisse pas faire un travail adéquat là, avec ce qu'on possède là, comme technique? Oui, donc la plupart des métaux ont été quantifiés dans le lac, dans les sédiments et aussi au niveau des affluents. Mais je dirais que l'acquisition de connaissances se poursuit beaucoup encore. Donc là, on avait des enjeux de cadmium notamment, je pense, sur certains affluents, mais plusieurs autres métaux. Puis on se rend compte que c'est variable aussi dans le temps puis dans l'espace. Donc il y a quand même tout un large spectre de métaux qui se retrouvent dans le lac. À savoir, est-ce qu'ils empêchent la vie? Non, parce que la vie est présente dans le lac. Après ça, est-ce qu'ils empêchent certaines espèces d'être présentes? Probablement plus les unes que les autres. Comme je vous parlais des macroinvertébrés, c'est des bioindicateurs et certaines espèces sensibles ne se retrouvent pas dans le lac. Donc on a des évidences qu'il y a un impact. Après ça, jusqu'à où et qu'est-ce qu'on est capable de faire? Je pense qu'on va traiter les métaux comme on va traiter les restes des apports au lac en filtrant ce qui s'en vient. C'est les propositions qu'on aurait. Merci. Alors, on a une question du public. Après, je viens à vous. Est-ce qu'on peut la lire, Mélanie? OK, je vais en prendre une, puis après ça, je vais aller à la salle, puis je reviendrai avec la deuxième. Donc, la première question dit: ai-je bien compris que le grèbe-jougris n'habite qu'à Ossisco? OK. Est-ce que. Oui? Non, le grèbe-jougris, je pense, s'observe ailleurs au Québec, mais il ne niche que sur le lac Ossisco au Québec. Donc c'est ça qui en fait une particularité. On l'observe ailleurs, le long du fleuve, à quelques endroits, mais ce n'est pas une espèce très commune. Donc elle est rare au Québec et elle ne niche que là. Une clarification? Il niche
effectivement, essentiellement au lac Ossisco, mais il y a quelques lacs autour aussi, ils nichent. Parfois, on a d'autres nicheurs un petit peu ailleurs, mais c'est vraiment l'Abitibi qui est c'est très limité. Merci de la clarification. On va aller dans la salle. Vous nommez et vous posez votre question. Oui, Michel Lessard, de Récréo Cisco. Ma question, en fait, j'ai deux questions. Une première, c'est, on a souvent, nous autres, à Récréo Cisco, du monde qui viennent puis qui disent, ouais, le lac, c'est pas nécessairement très, très bon pour dans l'eau. Je pense que vous l'avez cité au tout départ avec différents préjugés. Est-ce que le doré, on peut en manger? Vous pouvez, mais c'est votre choix. Tout dépend de la quantité. C'est comme toujours dans la vie. Si vous en mangez un, je pense qu'il n'y aura pas d'enjeu. Si vous en mangez à tous les jours, à 3 repas par jour, faites attention. On a quelqu'un de la santé publique dans la salle qui pourra peut-être plus répondre que moi sur les doses. Mais il y a des recommandations par lac. Le ministère Forêt, Faune et Parc, je pense, c'est pas le bon nom. Il a rechangé ministère de l'Environnement et de la Faune. Oui, c'est ça. Oui. Quantifie justement ce qu'on devrait manger comme chair de telle espèce dans tel lac. Fait que je pourrais vous orienter vers cette question-là. Deuxième élément. 1 par 2 semaines est la meilleure réponse. C'est ce que j'avais su, que je dis aux gens là, qui ont vraiment peur de manger le doré. Mon deuxième élément, c'est que sur la qualité de l'eau, je pense que ça fait 5 ans, sinon plus, on a installé des pompes sur le lac Ossisco en hiver pour pouvoir alimenter l'aqueduc. En cas de bris, je pense, de la station de pompage du lac du Faux. Est-ce que j'ai entendu dire, c'est que la qualité de l'eau du lac du Faux, pas du lac du Faux, du lac Ossisco, elle serait plus facilement traitable que celle du lac du Faux? C'est une question. Ce serait une question plus pour les techniciens de potabilisation de la ville, mais probablement, oui, il y a sûrement des raisons. Là, je ne pourrais pas rentrer dans ces raisons-là techniques. Là. Merci. On ira à questions du public qui sont en virtuel. Donc, il y a une dame qui a une question sur les éléments pharmaceutiques et le microplastique dans le lac. Est-ce qu'il existe des solutions à ces sources de polluants? OK. En termes de solutions, la première, ce serait de ne pas les amener dans le lac. Donc, il faut déterminer leur provenance. On a probablement un manque de connaissances sur les pharmaceutiques, parce que c'est très, très, très large comme spectre. Et on a tous les dérivés des pharmaceutiques eux-mêmes à vérifier. Donc là, je dirais que même tant au niveau technique pour documenter ces enjeux-là, que pour la somme de connaissances qu'on a pour l'instant, on n'est pas assez avancé pour le déterminer, qu'est-ce qui se retrouve dans le lac, mais on y travaille. Donc il y a des projets là-dessus pour mieux documenter. Geneviève, peut-être? Complément de Geneviève. Bien, j'invite la dame qui a posé la question à demeurer en ligne pour la présentation des projets de recherche parce qu'il va en être question, notamment avec Selma tout à l'heure. Merci. Oui, j'ai une question ici. Moi, je voudrais savoir pour le myriophylle à épi, je sais qu'il y a des municipalités qui font des corvées, par exemple l'installation de géomembranes, des plongeurs qui vont sous l'eau, en fait, de retirer la... Est-ce que c'est envisageable comme solution ici au lac Ossisco? Oui, avant de répondre, je vais juste compléter pour les pharmaceutiques. En fait, il y a un enjeu, c'est que c'est très difficile à traiter dans les effluents. Donc souvent, les stations d'épuration sont faites pour traiter la matière organique, matière fertilisante, les nutriments azote, phosphore, mais les pharmaceutiques souvent, ils passent à travers les stations d'épuration. Donc c'est tout un enjeu en soi, mais on fait de la recherche là-dessus. Pour le myriophile et la lutte au myriophile, c'est pour ça que je vous parlais d'une lutte locale. C'est parce que si vous commencez à bâcher, c'est un travail ardu de longue haleine. Donc c'est un choix de société. Techniquement, c'est faisable. Ça va coûter très cher, prendre beaucoup d'efforts pendant une dizaine d'années au moins, si vous voulez vraiment. Et la contrepartie, c'est que vous scrapez complètement le lac aussi. Parce que vous bâchez, donc on tue le lac en bâchant. Donc qu'est-ce qu'on souhaite comme société? Moi, ce que je proposerais davantage, c'est de garder des corridors libres. Là, on permet au lac de continuer son existence, tout en gardant une fonction écologique du lac, qui est la navigation. Donc un service qu'il nous rend, mais on fait un compromis. Fait que je ne vous proposerai pas de bâcher au complet le lac.
ce serait beaucoup de travail, des résultats très instables, et ce serait un grand coût pour le lac. Aucune garantie qu'il revienne dans un état intéressant après non plus. Ça peut se faire dans certains lacs, mais c'est un projet de société. Donc, il y a une autre question en ligne ici qui dit « Qu'en est-il de la navigation comme source de détérioration du lac? Et où en est le processus légal visant à y interdire les embarcations à moteur? » Là, je pourrais renvoyer vers la ville pour le processus légal, mais c'est de notoriété publique que la navigation à moteur détériore les lacs en général, surtout les lacs peu profonds et surtout quand la navigation se fait proche des berges. On a des problèmes d'érosion de berges, on a un lac peu profond ici, et en plus, on a une espèce envahissante qui se propage par fragmentation. Donc, si vous mettez un gros blender en arrière d'une embarcation, vous fragmentez le myriophile, vous continuez de le propager, et donc il va aller se mettre plus loin dans le lac, dans les lacs subséquents qui vont être en aval. Donc, il est déjà présent dans les lacs autour, mais généralement dans les lacs à myriophile, on essaie de limiter la navigation. Mais c'est un gros enjeu. Je sais que la municipalité a travaillé là-dessus, puis justement, ces temps-ci, au niveau fédéral, il y avait une annonce il y a quelques jours, le fédéral veut redonner plus de moyens aux municipalités pour réglementer la navigation, ce qui est une bonne chose en soi. Il y a des consultations publiques qui vont avoir lieu bientôt, dont on ne connaît pas les modalités, mais je vous invite à participer à ces consultations-là. Donc oui, il y a lieu de mieux réglementer la navigation. Pour l'instant, elle n'est juste pas très praticable, donc ça se réglemente tout seul. Mais c'est ça. On a besoin de penser à la navigation pour ce lac-là, surtout à long terme, pour que ce soit durable dans le lac, d'avoir une navigation organisée, structurée, et moi je dirais zonée aussi dans le lac. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'ai 1 et j'ai 2. Oui, en première. Bonjour, Martine Rioux. Moi, j'ai une question concernant les eaux de ruissellement. Est-ce que c'est toute la ville de Rouyn-Noranda? Quelle est la portion qui se retrouve dans... si on avait à traiter ou à agir, avoir un plan d'action, est-ce que c'est l'ensemble de la ville qui se retrouve dans le lac ou il y a une circonférence qu'on est capable de déterminer? Ouais, j'aurais dû préparer une diapo sur ce sujet-là, mais il y a une carte qui existe avec justement les zones de la ville qui drainent vers le lac. Le chemin de l'eau, une goutte qui tombe sur une rue, va se diriger vers le réseau pluvial, donc ruisseler dans les rigoles, tomber dans pas les égouts, mais le pluvial de la ville, et être drainé vers le lac. Donc c'est certains quartiers qui font ça. Certains quartiers vont drainer, par exemple, de la même manière vers le lac Noranda. Donc ce n'est pas tous les quartiers de la ville qui vont drainer vers le lac Ossisco, mais c'est un peu la même problématique partout. Historiquement, quand Jean-Loup montrait les cartes, il y avait des cours d'eau. On ne les voit plus, ces cours d'eau-là. Ils ont été mis sous terre. Donc ce qu'on aimerait, c'est retravailler ces cours d'eau-là pour qu'ils puissent redonner leur fonction de filtration des eaux de pluie. Pour l'instant, on imperméabilise, on accélère l'eau et on lui joint plein de contaminants qui vont vers le lac le plus vite possible. Donc on n'a pas un beau portrait de gestion durable des eaux pluviales à Rouyn-Noranda et on aimerait ça travailler ça. Mais c'est des gros enjeux de travaux publics. Donc ça va se faire petit à petit, il faut être patient. Mais quand il y a des travaux qui se font, autant penser aux pluviaux, puis essayer de filtrer par lagunage notamment, les apports. Il y a déjà eu un projet pilote du côté du quartier Sénateur. À côté du Rona, il y a une infrastructure qui filtre les eaux avant d'arriver au lac Noranda. Donc, il y a déjà quelque chose qui avait été testé par la ville. Est-ce que ça peut se reproduire ailleurs? On aimerait ça. En tout cas, on en discute avec la ville qui est présente dans la salle. Jean-Séverin Bouda pour la zone d'innovation minière. Là, dans la présentation, peut-être que vous l'avez survolé très brièvement sur le découpage qu'il y a eu au niveau du lac et que là, on parle de la partie sud et de l'impact, disons, écologique des activités humaines sur la partie sud. Mais est-ce qu'il y a eu une étude sur l'impact, disons, des deux autres parties du lac sur la partie sud? Et peut-être, est-ce qu'il y a de l'infiltration dans les berges, dans la tranchée qu'on a faite pour séparer ces trois sections-là? Une bonne question. Donc, le lac historique est divisé par des digues. Vous le savez, ces digues sont faites en stérile et ne sont pas étanches. Stérile, je pense qu'il y a un peu d'argile dans certaines digues, mais elles sont, selon les tests qui ont été faits par la fonderie, elles ne sont pas étanches. Par contre, les niveaux d'eau dans les bassins nord sont un peu plus bas que le bassin sud. Donc, s'il y avait une pression d'eau, elle irait du sud vers le nord. Donc, elle ne devrait pas amener de contaminants dans l'autre sens. Ça, c'est les informations que j'ai eues. Mais encore là, ce n'est pas instrumenté très, très finement. Est-ce qu'il y a des enjeux? Pour l'instant, on n'en a pas détecté d'infiltration du nord au sud.
Et pour le reste, ce qui sort des bassins de clarification nord de la ville respecte les normes environnementales la plupart du temps. Donc ça, c'est un autre enjeu pour ce qui sort au final du lac. Mais une contamination des bassins nord vers le sud, pour l'instant, ce n'est pas une crainte qui a été soulevée par les différents acteurs qu'on a rencontrés. Et doit-on conclure par là que la contamination à métaux lourds qui se retrouve dans le lac proviennent plus de l'atmosphère que... 3 sources principales. La source historique, il y a eu du remblai. Le lac, avant d'avoir des digues, servait au complet de bassins miniers, donc de parcs à résidus. Depuis, on a encore des apports atmosphériques et des apports par ruissellement qui sont un peu le pendant atmosphérique, mais qui concentrent ce qui tombe sur la ville vers le lac. Donc on continue d'en avoir des apports, mais le plus gros apport a été historique. Les bouts qui sont dans le fond, c'est surtout des apports historiques avant la création des digues. Alors, on aurait le temps encore pour une ou deux questions. Oui, j'ai 2 questions du public. Oui. Donc, la première question. Il a été dit qu'il y avait peu de métaux dans la colonne d'eau. Comment explique-t-on la situation, considérant que les eaux pluviales des quartiers avoisinants sont très bétonnées et que l'eau ruisselle dans le lac? C'est une bonne question. Pourquoi, si on met des métaux dans le lac, il y en a peu dans l'eau? Premier élément, c'est que ce sont souvent des particules fines de métaux, donc elles ont tendance à couler, parce que le métal, c'est plus lourd que l'eau. Deuxième élément, c'est qu'on a un pH élevé. Donc le pH, c'est l'acidité du lac. Le lac étant basique, donc l'inverse d'acide, ça a tendance à faire précipiter les métaux aussi. Donc 2 éléments qui font que ça aide finalement la qualité de l'eau au niveau des métaux. Deuxième question. Quelle est la première action ou la plus importante qui doit être utilisée le plus rapidement possible pour éviter que le lac continue de se dégrader? J'insisterai sur la filtration de ce qui rentre dans le lac. Personnellement, je ferai du lagunage entre le pluvial et le lac, de toute urgence, si je peux me permettre. Mais c'est des enjeux, ça prend de la place, ça prend des travaux publics. C'est quand même des gros chantiers. Mais je pense que ce qui peut le plus aider le lac, c'est ça en premier lieu pour arrêter les intrants, tant en termes de nutriments, donc qui stimulent les plantes, qu'en termes de métaux qui dégradent la qualité du lac. Si on peut gérer ces intrants-là, on va déjà se donner beaucoup de chance et ensuite travailler sur les berges, donc pour redonner de l'espace au lac et à ses berges. J'ai le temps pour une dernière question. Est-ce qu'il y aurait... Oui, ici même. Louis Dallaire, savoir, bassin versant du Témiscamingue, quel est l'effet du lac Ossisco par rapport à tout le bassin versant qui se rend jusqu'à Montréal, bien sûr? Oui, parfait. C'est sûr qu'il y a un facteur de dilution important. Le débit qui sort du lac Ossisco n'est pas si impressionnant que ça, mais on voit que les métaux, la situation très eutrophe, la richesse du lac se transporte dans les autres lacs. Et d'autres lacs ont vécu un peu les mêmes scénarios. Donc le lac Noranda, c'est un lac qui se dégrade très très vite en ce moment, qui se comble beaucoup, qui contient beaucoup de métaux, qui a aussi du myriophylle. C'est une situation très similaire. Le lac Rouyn aussi, même schéma. Donc on a plusieurs lacs qui ont un peu le même schéma. Donc de dire l'effet du lac Ossisco lui-même, je ne le saurais pas. C'est juste qu'on en a une situation qui se répète et qui s'amplifie. Et ensuite, on a des sites comme Aldermac aussi qui sont autrement plus impactants que le lac Ossisco sur la qualité de l'eau. Mais on a donc plusieurs lacs, plusieurs enjeux miniers sur le territoire. C'est un enjeu important. Et je pense qu'on travaille avec les acteurs du territoire pour essayer d'améliorer la situation. Mais oui, c'est un enjeu, pas seulement pour le lac Ossisco, mais pour tout ce qui s'en va jusque dans les prises d'eau potable de Montréal. On est d'accord là-dessus. Est-ce qu'on a une dernière question du public? C'est bon. Ici même, dernière question qui vous brûle les lèvres? C'est bon. Mais merci beaucoup. Je voudrais qu'on applaudisse Jean-Loup David et Yves Grafteau pour leur présentation. OK. Alors, on serait rendu maintenant à la présentation des projets de recherche. Alors, on a 11 présentations qui vont se faire. On vous a demandé de faire des présentations brèves de 3 minutes, vu qu'on en a plusieurs. Je vais, pour ceux qui vont présenter, vous faire un signe à 30 secondes.
Et quand je vais m'approcher de vous, ça va être une invitation à conclure. Vous allez voir, je vais être un peu tannant. Quand vous allez avoir dépassé votre temps, question de le faire respecter cette période-là. Alors, j'inviterai donc notre première présentation. Elle sera faite par Guillaume Grosbois, qui est professeur-chercheur en écologie aquatique à l'UQAT. Alors, accueillons Guillaume. Et bonjour à tous. Oui, Guillaume Grosbois, professeur en écologie aquatique à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, puis co-directeur du groupe de recherche en écologie de la MRC Abitibi à Amos, dont vous pouvez voir un petit peu l'équipe. Donc, moi, je suis spécialisé dans les interactions entre les milieux terrestres et aquatiques. Donc, en fait, j'aime beaucoup savoir quand on a une perturbation dans la forêt ou dans le bassin versant, qu'est-ce qui se passe dans le lac, comment est-ce que lui peut réagir à ces perturbations-là. Est-ce que ça affecte son fonctionnement ou son état de santé? Donc, la thématique du lac Ossisco, ça rentrait tout à fait là-dedans. Puis, au début, on a commencé un projet avec beaucoup d'espoir aussi, et en disant qu'on allait faire un petit projet en faisant un avant-après. Donc, faire un état un petit peu de quel est l'état du lac Ossisco une année. Puis, l'année d'après, on allait regarder comment est-ce que cela se passait après les opérations de réhabilitation. Puis finalement, le plus on en apprend, là, il y a eu un travail extraordinaire qui a été fait avec le portrait du lac Ossisco, où on a toutes les données qui ont été récoltées. Et donc le plus on en apprend, et le plus on voit qu'il y a beaucoup de problématiques, il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Et donc ça va être un processus qui va être sur le long terme. Donc on a un petit peu modifié notre approche, puis on s'est concentré justement à faire des projets de recherche qui vont caractériser le lac aujourd'hui, pour avoir des données de référence, pour justement pouvoir faire un suivi peut-être plus sur le long terme. Donc pour ça, j'ai une équipe de super-héros, de super étudiants qui travaillent justement à regarder comment les perturbations impactent les milieux aquatiques. Puis le premier étudiant, c'est Patrice Blanet, qui est étudiant à la maîtrise avec moi, qui a commencé l'année passée. Et lui se concentre beaucoup sur le doré, parce que la pêche, c'est un des services écosystémiques du lac qui est très important. Donc, il veut regarder comment est-ce que les populations de dorés se portent, si elles se portent bien. Et si ce n'est pas le cas, essayer de trouver un petit peu où est-ce qu'il y a un problème. Donc, pour pouvoir, dans le futur, pouvoir savoir où est-ce qu'on peut agir. Donc, Patrice va pouvoir vous présenter vos projets juste après. Puis, Martha, qui est étudiante au doctorat, qui, elle, regarde un petit peu plus justement l'aspect écotoxicologique. Donc, on a beaucoup de données qui sont compilées dans le portrait, justement, mais qui commencent à dater. On a des études qui datent de 1999 ou de 2009. Alors, 2009, on aime penser que ça ne fait pas si longtemps, puis quand on calcule, ben, ça commence à faire. Donc là, Martha veut regarder un petit peu le passé, le présent et le futur du lac. Donc en fait, le passé, avec les carottes sédimentaires, elle va essayer de vraiment aller jusqu'avant en fait l'installation de la fonderie ou de le Rouyn-Noranda autour du lac. Regarder son état actuel, donc vraiment présent, là, et essayer de tester certaines méthodes pour pouvoir donner des indices pour le futur. Donc elle va vous en parler aussi juste après. Donc sur ce, merci beaucoup. Et puis, au revoir. Super. Alors, suivez, c'est le bon exemple. 3 minutes pile pour les autres présentations. Alors, notre prochain invité, il s'appelle Patrice Blanet. Il est étudiant à la maîtrise en écologie aquatique à l'UQAT. Donc, ce sera une présentation qui sera faite en ligne. Alors, je laisse la place à Patrice. OK. Bon, ben faites-moi signe s'il y a un problème, sinon je vais commencer. Ben là, justement, quand je commence une présentation, habituellement, j'essaie toujours de trouver un moyen de bien faire passer mon long titre de projet de maîtrise. Puis aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'on est ici pour parler du lac Ossisco. Donc moi, je vais vous parler de mon projet qui porte de l'évaluation des populations de dorés jaunes dans le lac Ossisco, supervisé par Guillaume, justement, et également Pascal Sirois, qui est à l'Université de Chicoutimi, qui est d'ailleurs pourquoi je ne peux pas être avec vous présentement, c'est parce que je suis à Chicoutimi en ce moment. Donc, d'abord, il faut comprendre que dans le lac Ossisco, les dorés jaunes ont été réensemencés
et ce, à partir de 1999 jusqu'à 2018. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça fait 5 ans que l'ensemencement est terminé. Ça fait en sorte que c'est un bon moment pour commencer à étudier la population, comment elle s'est établie. Alors, mon projet comporte le lac Kosciuszko, évidemment, mais aussi 3 autres lacs, qui sont les lacs du Faux, qui est également dégradé, où il y a eu l'ensemencement aussi, et les lacs du Fay et Vaudrey, qui sont les lacs témoins. Mon projet étudie le cycle vital du doré jaune, parce qu'il faut savoir que, dépendamment le doré à quel âge et il a quelle forme, il va avoir des habitats et des ressources alimentaires différentes, et sa croissance et sa structure de population va être directement influencée par ces 2 facteurs-là. Donc, mon projet est venu étudier ces 3 stades de vie. Pour l'habitat, par exemple, on a utilisé un échosondeur pour faire une cartographie du lac. Ici, je voulais vous montrer là, la carte que j'ai faite pour justement les fameux herbiers aquatiques. Là, la carte elle a été faite en début juin de 2021. Donc, c'est vraiment en début d'été et on voit déjà qu'il y a une grande proportion du lac qui est complètement comblée par les plantes aquatiques. On a également fait des mesures de qualité d'eau pour les 4 saisons afin d'avoir un bon portrait de tout l'habitat du doré. Les ressources alimentaires, autrement dit, le garde-manger du doré, on est également venu le caractériser avec le zooplancton qui est important pour les larves dans le début de vie et les macro-invertébrés qui sont les petites bébites, comme disait Yves, et les poissons pour les adultes. Tout ça, finalement, c'est lié à la croissance et à la population. C'est ce qui m'intéressait beaucoup. Et on est venu capturer des individus de toutes les tailles afin de bien pouvoir comprendre leur régime alimentaire et aussi leur croissance du lac Kosciuszko, mais par rapport aux autres lacs de la région aussi. En ce moment, je suis en train de réaliser des analyses. Les résultats sont prévus pour le printemps 2024, donc ça arrive vraiment rapidement. J'ai hâte de finalement pouvoir montrer tout ça. Parce que ça va permettre de mieux connaître l'état des populations de région du lac Kosciuszko, qui est un manque dans la connaissance, et de justement venir identifier les potentiels facteurs limitants, s'il y en a, on ne le souhaite pas évidemment, et de venir guider des interventions de restauration en connaissant un peu mieux comment le doré se situe dans le lac. Je voulais prendre une seconde pour remercier tous ces gens qui m'ont aidé pour le projet et également les partenaires, là, que je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui sont présents dans la salle aujourd'hui, mais qui sont aussi présents depuis le tout début du projet. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Elle s'appelle Martha Gabriel. Elle est étudiante au doctorat en écologie aquatique, toujours à l'UQAT. Donc, accueillons Martha. Okay, good morning. My name is Marta Gabriele, and as Guillaume said, I'm a PhD student at UCAT. Guillaume is my first supervisor, and Miguel Montoro Girona and Michael Rosabal are my co-supervisor. And my project, my PhD project aims to understand the current ecological status of Cisco Lake and explore the potential methods for its rehabilitation. The project titled Past, Present, and Future of Trace Element Contamination in Cisco Lake, where for trace element, the word trace element refers, for example, to cadmium, copper, aluminium, and arsenic. And the project is structured into three main components or chapters. And these three chapters refer to past, present, and future, respectively. For the first chapter that refers to the past, our objective is to reconstruct the trace element variability and their effect on aquatic communities, for example, phytoplankton, zooplankton, and fish, during the last 150 years of Cisco Lake. The second chapter instead, I will study the current status of trace element contamination in six lakes, including Cisco Lake. And for this, water, sediment, invertebrates, and fish already have been sampled between last year and this year for trace element analysis. So I will compare the results between accumulation patterns from Cisco Lake
and also other 5 lakes in the region of Rouen-Noranda that are Dufay, Opasatica, Dufaux, Rouen, and Vaudreuil. And in the last chapters, the objective is to do an evaluation of methods for remediation and extraction of contaminants in Osisco Lake. And we can see the plants that are involved in the study to assess, for example, which one is the best to absorb contaminants from sediment, soil, and water. And we can have a look at this scheme to see the different components. In fact, the species that are involved in the first component are Equisetum, Typha, and Scirpus. In the second component, we will evaluate Myriophyllum spicatus, so the ability to absorb contaminants from this plant. And these species in the first 2 components we're choosing on the basis of the species that are already in the ecosystem. Instead, in the last component, Trifolium species are involved. In this case, we used seeds in the riparian zone in the floating highland. I want to thank you for your attention and for all the people that helped me for the fieldwork, and also all the partners that make this project real. Thank you. Merci, Martha. Alors, notre prochaine présentation, elle aura lieu en présence. J'inviterai Patrick Martel, qui est vice-président innovation chez Technosub et président du collectif Territoire, à venir faire sa présentation. Patrick? Oui, c'est bon. Alors, bonjour. En fait, aujourd'hui, on vous propose un projet, une présentation sur le projet qu'on a fait Technosub et l'IRM, qui est l'Institut de recherche en mines et environnement de l'UQAT, avec une chercheure, en fait, Mostafa Benzazoua, qui est chercheur, et une étudiante qui était Louise Darico, une étudiante française. Donc, ce qu'on a fait, on a pris, c'était au tout début du projet, on voulait voir un peu qu'est-ce qui se passait dans le fond du lac, là, si vraiment on était pour avoir un bras qui fond, là, quand on touche au fond, là. On s'est dit, on va faire un projet pour caractériser ça. Donc, on a pris plusieurs échantillons, en fait 6 échantillons. Et on voit là, la méthode qu'on a utilisée au début, c'était avec un tuyau, on allait chercher. Puis là, on a comme foré, mais Guy était là, puis on est allé très profond. Puis on s'est aperçu que ce qu'on nous disait, qu'il y en avait des mètres et des mètres, là, on n'a pas été capable de sortir parce que c'était de l'argile qui était là depuis des millénaires. Là. Fait que finalement, ce qu'on s'est aperçu, c'est que dans cette colonne d'argile-là, quand on a réussi à le sortir, il y a environ à peu près 1,5 cm de cette couche noire-là qui n'est pas tout à fait naturelle, celle-là. Donc, on a échantillonné ça. On s'est fait un protocole de recherche pour ce qu'on appelle la vase, qui était la surface noire du dessus, puis les sédiments, qui étaient vraiment l'argile en place là, depuis plusieurs centaines d'années. Puis là, ça, c'est le protocole qu'on a utilisé. Et on est allé voir ce qui se passait dans la couche noire au microscope à balayage électronique. Puis on a vu qu'il y avait beaucoup de sulfure de cuivre et puis c'était quelque chose qui avait été chauffé. Donc, ça nous donnait des indices que ça ne venait pas du milieu naturel, ça venait peut-être des opérations industrielles. Puis ensuite, le lixivia, on a fait passer de l'eau dans ce jus noir-là, là, puis ça nous a donné le filtrable. On est allé voir s'il était générateur d'acide. Puis effectivement, c'était très générateur d'acide. Donc, mais étant donné qu'il est sous la couche, sous la colonne d'eau, là, il n'est pas générateur d'acide. Donc, les résultats qu'on a obtenus, 10 à 15 mm là, de couche noire dans les 6 échantillons qu'on a pris. Ensuite, c'est de l'argile. Dans cette couche noire-là, il y a beaucoup de matière organique. Ça sent les hydrocarbures. Là. Il y a quelque chose qui n'est pas uniquement là, des contaminants métalliques. Il y a quelque chose qui sentait beaucoup les matières organiques, beaucoup dans les hydrocarbures. Forte concentration là, de sulfure de cuivre qui est observable. Puis la densité de la granulométrie met en évidence que les sédiments, ils se rapportent à des siltes argileux. Fait que c'est très, très fin. Fait qu'il a fallu que ça soit apporté par quelque chose de fluide. Et les origines, probablement qui sont en provenance de la fonderie, là, ça serait ce qui est le plus plausible.
Puis, si la couche noire est exposée à l'air, il y a un drainage acide contaminé qui est observé. Finalement, on a fait un autre test pour voir si on pouvait valoriser ça, cette boue-là, puis la renvoyer à la fonderie pour voir s'il y avait des tanneurs en cuivre. Puis, effectivement, il y a des tanneurs en cuivre là, dans l'échantillon qu'on a pris, qui a été analysé par la fonderie. On a vraiment travaillé en collaboration avec eux. On voit 0,62 % de cuivre. Puis, en parlant avec Benoît sur un autre projet, on peut aller à des tanneurs jusqu'à 4 % en cuivre dans ça. Donc, il y a peut-être un espoir d'être capable de revaloriser ça. Puis, on a d'ailleurs des étudiants de l'école secondaire en robotique qui avaient fait des prototypes de systèmes de dragage sous cloche, là. Donc, on voit que la relève est déjà engagée là, dans le projet. Alors, merci tout le monde. Merci, Patrick. Alors, notre prochain invité, il sera en ligne, Martin Lavoie, qui est directeur du bureau Mont-Tremblant en environnement. Donc, accueillons Martin Lavoie. Oui, bonjour à tous et toutes. Désolé de ne pas pouvoir être sur place. Comme ça a été mentionné, effectivement, je suis le directeur du bureau de Mont-Tremblant pour BBA. Alors, est-ce qu'il y a juste une personne qui peut me dire si on voit bien mon écran? J'aimerais ça. Je vais présumer que oui, en espérant que vous voyez bien. Donc, directeur du bureau de Mont-Tremblant pour BBA. Ma formation, je suis vétérinaire et biologiste également, et je viens vous parler d'hydrologie. Donc, une étude hydrologique du lac Ossisco. Donc, c'est BBA qui a fait ça, mais en partenariat avec Fluvio. Et je vais vous présenter ces résultats-là très brièvement. Donc, rapidement, c'est quoi l'hydrologie? On va regarder le bassin versant, le réseau hydrographique, la topographie et bathymétrie du lac, le bilan hydrique du lac, les effets anticipés par les changements climatiques et une bonne pratique à venir, des suggestions et recommandations. 3 minutes, c'est tout un défi, donc je vais parler assez vite pour qu'on avance. L'hydrologie, c'est la science de la Terre qui s'intéresse au cycle de l'eau. Donc, c'est quoi tous les échanges qu'on a, l'évaporation, l'eau souterraine qui arrive, les précipitations. C'est ça qu'on a essayé de modéliser pour vous, pour le lac Ossisco dans son ensemble. Par contre, tout ça a été fait à partir de données existantes. Je tiens à préciser qu'il n'y a eu aucun travail de terrain qui a été fait. Donc, il y a toujours dans le rapport beaucoup plus complet, là, il y a toujours des hypothèses qui ont été émises et il y a toujours aussi des petits warnings par rapport aux résultats avancés. Et bien entendu, cela, ça devrait être poussé un petit peu plus avec d'autres études. Les résultats. Donc, rapidement, comme vous le savez, le lac Ossisco, c'est un lac de tête. Il n'y a aucun autre lac qui se draine vers le lac Ossisco via un ruisseau. Dans les années 60, il se vide par le ruisseau Ossisco vers le lac Rouyn, puis ensuite la rivière Kinogévis, je crois. Dans les années 60, on a créé 3 digues qui ont fait en sorte que ça a créé 3 bassins, le bassin nord, le bassin central, le bassin sud. Et l'étude porte sur le bassin sud ici, dont le bassin versant total, là, toute cette superficie-là, ça représente seulement 4 km², dont 43 %, c'est la superficie qui est occupée par le lac lui-même. Donc, c'est un très petit bassin versant, comme vous pouvez le constater. Et sa portion terrestre, elle est urbanisée à 75 %. Donc, ça aussi, c'est énorme. Tous les petits points que vous voyez sur l'image ici, c'est ce qui a été répertorié comme les arrivées là, des pluviaux, du réseau pluviaux de la ville de Rouen. Encore là, à partir de données qu'on a trouvées et extrapolées, le lac est très peu profond, 4 mètres en moyenne, possiblement jusqu'à 8 mètres ici en son centre. Et avec le petit bassin versant que vous pouvez voir par la ligne bleue, le temps de renouvellement des eaux du lac est estimé même à 2,8 ans. Donc, c'est assez long, ça, pour un lac dans cette région-là. Si je vous montre le coefficient de ruissellement, donc les eaux qui tombent sur ce territoire-là, plus la couleur est rouge, plus l'eau ruisselle rapidement. Plus on est vers le vert ou le bleu, moins on ruisselle rapidement. Vous connaissez sûrement très bien les alentours, donc aucune surprise. Ce qui est végétalisé, ça va beaucoup mieux. L'eau est absorbée, elle est ralentie. Par contre, tout ce qui est urbanisé, imperméabilisé, routes, rues, toitures, etc., l'eau, elle tombe
inonde puis elle ruisselle tout de suite, emportant avec elle, bien entendu, tout ce qui peut être laissé sur la chaussée, les sédiments, les huiles et graisses, etc., etc. Donc, une bonne partie des contaminants peuvent venir via ce ruissellement-là là, de la zone urbanisée. Surtout également la fonte des neiges, etc., etc. Donc, ça fait en sorte que le lac il réagit très rapidement. Des fortes précipitations vont faire en sorte que l'eau va se rendre très rapidement dans le lac. Juste pour vous illustrer, le faire en relation avec l'image que je vous ai montrée au début, ce qui a été estimé, c'est que le lac se remplit à peu près à 57% par les précipitations qui tombent directement sur le lac. L'eau de ruissellement représente 38% des apports d'eau au lac et les apports de la nappe phréatique sont évalués assez faibles à 5%. Donc, ça vous donne un petit peu une idée comment le cycle de l'eau dans ce lac-là. Des inconnus, on ne connaît pas la perméabilité des digues ou non. Sont-elles totalement imperméables ou pas? Ça prendrait des études un petit peu plus poussées là, pour savoir ça. J'ai mentionné les changements climatiques. Ce qui est évalué pour le futur, c'est qu'une augmentation importante des températures dans la région, mais avec une augmentation beaucoup plus modérée des précipitations totales annuelles. Donc, l'effet que ça pourrait avoir avec le temps et des précipitations beaucoup plus sévères sur un court laps de temps. Donc, ce que ça pourrait faire, c'est que le régime hydrique, durant l'hiver, il va avoir une augmentation, donc plus d'eau qui va se rendre dans le lac durant l'hiver, mais une réduction durant la période estivale. Et donc, des étiages estivaux pas mal plus sévères, des augmentations de température et probablement des apports en contaminants. Donc, ce n'est relativement pas des bonnes nouvelles là, pour le cycle hydrologique là, du lac Ossisco. Il va être plus vulnérable dans des périodes plus chaudes. Finalement, je l'avais dit que c'était un défi, les 3 minutes. Des pistes de solutions. Ça, c'est des photos qui ont été prises qui proviennent de Victoriaville, donc des solutions adaptées au climat québécois. Ça peut se faire. Est-ce qu'on peut ralentir les apports d'eau? Pour qu'ils viennent plus progressivement? Est-ce qu'on peut les filtrer, les décharger de certaines charges sédimentaires, etc., de polluants? Ce sont tous des exemples là, de nous, de jardins pluviaux, de stationnements en verre qui peuvent aider fort probablement à améliorer l'eau du lac Ossisco. Par contre, tout ça sous réserve là, de bien cibler les sources de pollution à travers des études additionnelles. Alors, je tiens à vous remercier. J'espère que cela va vous avoir apporté quelques éléments instructifs. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Martin. Alors, notre prochaine invitée, elle est ici en présence, Selma Etayeb. Elle est chargée de projet au CETRI, Centre technologique des résidus industriels. Donc, laissons la place à Selma. Les petites tailles. Bonjour, je suis Selma, chargée de projet au Centre technologique des résidus industriels. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet de CETRI en collaboration avec l'INRS, le collectif territoire et MITAX sur le suivi de l'occurrence des produits pharmaceutiques et des produits de soins personnels dans le lac Ossisco. Donc, ces projets, en fait, les objectifs de ces projets de maîtrise étaient de quantifier la présence de produits pharmaceutiques dans les eaux et les sédiments de lac. Ces produits incluent les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les antidépresseurs, les anxiolytiques et quelques composés fréquemment utilisés dans les produits de soins personnels. Le deuxième objectif était d'évaluer la variation spatiale et temporelle de concentration de ces composés dans l'eau de lac et enfin évaluer les risques environnementaux liés à la présence de ces composés. Donc, pour atteindre ces objectifs, on a commencé par choisir 10 stations d'échantillonnage. Donc, un grand merci à Guy Larochelle qui nous a aidés pour faire l'échantillonnage. Ensuite, l'étudiante a beaucoup travaillé sur l'optimisation du protocole analytique pour identifier ces composés. Donc, le résultat, voici dans ce tableau, j'ai récapitulé les composés qui ont été identifiés dans l'eau de lac. Comme antibiotiques, on avait les ciprofloxacines, anti-inflammatoires la caféine, l'acide salicylate, les naproxènes. Ensuite, comme dépresseur, on a trouvé le venlafaxine. Comme anxiolytique, on a détecté la présence de faibles concentrations
de carbamazépine et un produit de dégradation de carbamazépine qui est l'acridine. Ensuite, quelques produits de soins personnels comme l'acide anthranélique, les méthylparabènes, les propylparabènes et l'éthylparabène. Donc, comme vous pouvez le voir, toutes les concentrations sont de l'ordre de nanogrammes par litre, donc pas de souci, pas d'inquiétude. Pour les concentrations de naproxène et de carbamazépine en particulier, et respecter les critères de qualité qui sont fixés par le ministère de l'Environnement pour la protection de la vie aquatique. Aussi, on a remarqué que les pics de concentration de ces composés sont observés à proximité des exutoires pluviaux, ce qui nous amène à dire que les principales sources de contamination de lacs sont les émissaires pluviaux ou les exutoires. Ensuite, on a constaté une variation temporelle significative pour la caféine, l'acide salicyllique, l'acide anthranélique, l'éthylparabène entre juillet et août 2021. Par exemple, pour la caféine, elle est augmentée de 5 fois d'un mois à un autre. Aussi l'acide salicylique et les autres composés aussi. Enfin, pour la contamination du lac, on a remarqué que des concentrations extrêmement élevées ont été mesurées dans les sédiments par rapport aux échantillons d'eau prélevés au même endroit, surtout pour les méthylparabènes et l'acide salicylique. Enfin, en se basant sur les calculs de quotient de risque, la majorité de ces composés étaient associés à un faible risque pour les organismes aquatiques. Merci. Super. Alors, notre prochaine invitée, elle se nomme Hans Abdi. Elle est étudiante à la maîtrise en écologie et aménagement des écosystèmes forestiers. Donc, bonjour à tout le monde. Je suis Hans Abdi. Je suis étudiante à l'UQAT en maîtrise écologie et aménagement des écosystèmes forestiers. Donc, je viens de vous présenter aujourd'hui mon projet de recherche, brièvement. Mon projet de recherche, mesures d'atténuation pour l'amélioration de la qualité environnementale et la restauration du lac Ossisco. Ce projet va être réalisé en collaboration avec l'UQAT et CITRI, à l'UQAT avec M. Moubarak Lamara et Karsten Meyer-Jacob et à CITRI avec Selma Tape. Donc, plusieurs recherches et travaux scientifiques ont montré que le lac Ossisco, en face de plusieurs perturbations, telles que la perturbation naturelle comme le réchauffement climatique et les perturbations anthropiques comme les rejets industriels, les rejets municipaux. Donc, ces perturbations engendrent une dégradation de la qualité environnementale de ce lac. Et dans ce cadre et grâce à l'importance du lac Ossisco pour les citoyens de Rouyn-Noranda, s'intègre ce projet pour restaurer le lac d'une façon durable, je dis bien d'une façon durable, avec des solutions basées sur la nature comme les MCP. C'est quoi les MCP? Les MCP sont des organismes, sont des micro-organismes qui absorbent ou qui séquestrent les polluants et les métaux lourds qui se trouvent dans le lot et dans le sédiment du lac. Donc, ce projet va être réalisé pour atteindre deux objectifs. Le premier objectif, c'est de déterminer le potentiel de ces bactéries qui s'appellent les MCP. Et l'autre objectif, c'est la biorémédiation ou la dépollution du lac Ossisco à l'aide de ces MCP. Et merci. Alors, merci. Alors, on est toujours dans les temps, c'est génial. Alors, j'inviterai maintenant Nada Medeb. Elle est étudiante à la maîtrise également en écologie et aménagement des écosystèmes forestiers. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Nada Medeb. Je suis étudiante à l'UQAT
en maîtrise en écologie et aménagement des écosystèmes forestiers. Je travaille sur un projet intitulé Évaluation de la qualité de l'environnement du lac Ozesco en collaboration à l'UQAT et au CETRE sous la direction de Mobarak Lamara à l'UQAT et M. Karsten Mayer-Jacob à l'UQAT et Mme Selma Taïb au CETRE. Donc, nous savons tous que le lac Ozesco sont très, très pollués. Pour cela, notre projet vise à évaluer la qualité environnementale du lac Ozesco. Donc, on a deux objectifs. Le premier objectif, c'est l'évaluation de la pollution chimique dans l'eau et le sédiment de l'eau du lac qui se déroule par plusieurs étapes. Premièrement, échantillonnage de l'eau et des sédiments. Deuxièmement, mesurer les paramètres physiques et chimiques de l'eau et des sédiments. Et troisièmement, fractionnement des métaux présents dans les sédiments contaminés dans le lac. Le deuxième objectif, c'est identifier la communauté microbienne présente dans le lac Ozesco pour mieux comprendre de l'écosystème et les rôles de ces espèces et la biodiversité des communautés microbiennes. Pour cela, en conclure, notre projet vise à contribuer à la préservation et la protection du lac Ozesco. Merci. Merci, Nada. Alors, peut-être qu'on entendra les résultats dans les prochaines années de vos recherches. On va être curieux de tout ça. Alors, notre prochaine présentation, il en reste deux. Virginie Lefebvre, qui est diplômée d'une maîtrise en développement durable, et ça se fait par une vidéo préenregistrée. Donc, voilà, donc nous allons l'écouter. Vidéo de Virginie. Bonjour, je m'appelle Virginie, puis je viens tout juste de terminer ma maîtrise en développement durable et j'ai eu la chance de faire mon projet d'intégration sur le lac Ozesco, plus particulièrement sur la mobilisation de la communauté au projet. Dans le fond, l'enjeu qui me guidait vraiment, c'était de trouver des façons de divulguer l'information du portrait diagnostique qui peut être super technique et un petit peu trop compliqué pour la population en général, tout en essayant de contrer les biais de croyances qui se sont installés au travers des années, mais également de trouver des façons d'impliquer les gens qui ne sont pas déjà sensibilisés au projet. Donc, comment parler aux gens de l'état du lac sans les rendre encore plus confus? Les deux grandes pistes qui sont survenues lors de mes recherches, ce sont que l'art et le jeu sont d'excellentes façons de parler d'enjeux socio-environnementaux. D'un côté, il a été démontré que parfois, il est plus facile pour un être humain de passer par la créativité pour transmettre un message. Et l'art, ça permet aux gens de voir des fois les enjeux sous un nouveau jour. De l'autre côté, le jeu peut contrer des biais cognitifs parce que ça crée une expérience qui est immersive pour les joueurs. Puis le fait qu'on apprend en faisant et en échouant sans les conséquences négatives du vrai monde, bien, c'est un réel avantage pour pouvoir explorer des scénarios de façon plus concrète. Je vais vous présenter un sommaire rapide de mes idées d'activités par rapport à ces deux sphères-là, mais je veux juste que vous notez que mes recherches vont au-delà de celles-ci. En termes d'exemples concrets de techniques d'animation de groupe par rapport au jeu, ça peut prendre de la forme de plusieurs des exemples que vous pouvez voir à l'écran, des jeux de rôle, adapter un jeu escape room avec des indices par rapport au lac, que ce soit un bingo thématique, une promenade d'études, ça peut vraiment prendre tout plein de formes. Le but, c'est vraiment d'apprendre en ayant du plaisir, mais aussi en étant directement sur le terrain pour être capable d'aller saisir les subtilités des différents scénarios puis bien comprendre c'est quoi le rôle de chacun dans tout ça. En ce qui concerne l'art, je vous présente des petits projets pour les différents groupes d'âge qui permettent aux gens de s'exprimer et de visualiser leur vision du lac versus que c'est la réalité. Que ce soit de la thérapie par l'art pour les personnes âgées, les projets d'art du secondaire ou encore l'apprentissage par l'art pour les plus jeunes. Ces projets-là sont une belle source d'éducation tout en étant super créatifs. En plus de ça, un mini-musée, ça pourrait être super intéressant pour mettre de l'avant, oui, l'information déjà vulgarisée, mais aussi l'art qui a été créé par ces différents groupes.
Ensuite de ça, j'avais comme mandat de trouver des exemples inspirants de revalorisation d'écosystèmes à travers le monde. Comme vous pouvez voir à l'écran en ce moment, j'ai divisé ça en 2 sections, soit les projets innovants et les façons de faire. Puis ça, dans le fond, ça va servir au collectif territoire pour être une source de crédibilité face aux parties prenantes. Au final, c'est extrêmement difficile de changer les perceptions puis de divulguer des informations très, très techniques, mais le fait d'engager les gens dans le processus pour qu'ils sentent qu'ils fassent réellement partie du changement, c'est une façon de combattre, oui, les biais, mais aussi de les impliquer dans les solutions. Et en plus de ça, ça nous donne un moyen d'aller chercher du feedback pour travailler de façon agile. Donc, bref, il reste crucial de trouver quand même des valeurs communes entre les différentes parties prenantes pour pouvoir développer les projets du collectif territoire. Mais pour ce faire, il reste super important que tout le monde ait la même base en ce qui a trait à l'information par rapport à l'état du lac. Merci beaucoup. Alors, merci Virginie. Alors, notre dernière présentation, c'est Geneviève Aubry, qui est directrice générale du collectif territoire. Geneviève? Bonjour. En fait, moi, je ne vous présente pas un projet de recherche, je vous présente surtout le programme de recherche. C'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, vous avez eu un aperçu de certains des projets de recherche qui ont été réalisés ou qui sont en cours. Ce n'est pas la totalité, il y en a d'autres. Le programme de recherche, c'est vraiment un volet, une dimension très, très, très importante du projet La Coscico. Autant dans justement la recherche de connaissances, mais plus ça va, plus cette connaissance-là, les chercheurs, les chercheuses, les étudiants qui s'impliquent dans le projet, c'est aussi dans le but qu'il y ait des solutions. Donc, de plus en plus, les projets de recherche s'orientent vers des solutions et aussi le travail, c'est de créer des projets intersectoriels. Donc, ce qu'on est en train de développer pour la phase 2, c'est vraiment une infrastructure de recherche super intéressante où est-ce qu'il y a à la fois des projets de recherche où on met les chercheurs, les chercheuses, les étudiants ensemble de manière intersectorielle, mais où on va aussi développer des résidences de recherche, d'innovation, de créativité, tout ça. C'est quelques-unes des dimensions qui, en ce moment, sont abordées dans les projets de recherche qui sont en cours en développement. Donc, au fil des prochains mois, on va pouvoir vous en annoncer d'autres. Mais ça touche beaucoup les dimensions, évidemment, de l'écologie aquatique, de l'innovation, de la phytoremédiation, tout ça. Il y a des aspects aussi beaucoup art, sciences, littérature environnementale, de quelle façon on lit l'art et la science, en tourisme durable, en attractivité, en communication, mobilisation. Génie minier, écotoxicologie, donc c'est ça, il y a vraiment une vaste dimension. Notre travail là-dedans, on n'est pas un organisme de recherche, le collectif territoire. Notre but, c'est vraiment surtout de mettre les gens ensemble. On se fait aussi fréquemment contacter. On est le point de chute des chercheurs, des étudiants qui s'intéressent au projet. Puis ensuite, nous, on les oriente vers les partenaires de recherche. Je voulais vraiment profiter pour remercier énormément. Il y a plusieurs universités, centres de recherche avec qui on travaille, mais vraiment la présence de l'UQAT et du CETRI sur les territoires de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est extrêmement important. Puis c'est sûr que ça fait une grande différence dans notre projet, là. Donc, oui. Puis, il fallait que je dise aussi, le portrait du lac Coscico va faire l'objet de capsules vidéo éducatives et ludiques. On écoute les conseils de Virginie qui vont être diffusés bientôt. Et aussi, s'il y en a qui ont des questions par rapport aux différents projets de recherche qui vont être présentés, vous pouvez les adresser à projet@lacoscico.ca et on s'assurera de transférer l'information. L'enregistrement vidéo aussi de ce qui vient d'être présenté aujourd'hui va être disponible. C'est tout, hein? Merci Geneviève. Alors, je veux remercier donc ces 11 présentations qui ont tenu le temps. C'est super. Merci pour ça, d'avoir joué le jeu. Je voudrais saluer les gens qui sont en ligne, qui vont nous quitter. Nous, on va prendre une pause. On va revenir à A55 ici pour vous donner les indications pour les volets ateliers. Il y aura 4 ateliers qui vont suivre sur les thèmes mutualisation en tourisme, espèces envahissantes, projet pilote de démonstration et d'innovation et projet citoyen de gestion des eaux pluviales. Donc, retour à A55. On vous donne les indications pour les ateliers. Il reste des choses à manger ou à boire. Donc, retour dans une quinzaine de minutes. Merci.